Salut et bienvenue à tous à c'est au premier épisode de cette série que je vais faire pour vous parler des Rougon-Macquart d'Émile Zola. J'ai déjà lu les romans les plus connus de cette série, donc Germinal, Bonheur des Dames, L'Assommoir et même Nana aussi quand j'étais ado. Mais maintenant, il était temps de lire un des romans moins connus qui est La Fortune des Rougon. C'est le premier roman officiel de la série et il était temps que je me plonge dedans. Et oui, le tout premier roman. C'est non seulement le premier roman quand on suit l'ordre dans lequel Émile Zola a écrit les livres, mais c'est aussi le premier roman quand on suit l'ordre dans lequel Émile Zola dit qu'on devrait lire les livres. Parce qu'il y a une différence, en effet. C'est le roman origine. On rencontre dans ce roman tous les personnages presque de la famille des Rougon-Macquart. Cela va d'une part nous présenter tous ces personnages, en commençant par la mater familia, c'est présentant ses enfants, etc., etc. Mais aussi, il va utiliser l'action pour nous présenter la situation politique à l'époque et comment celle-ci va influencer les personnages. Donc justement, commençons avec les personnages. Au tout début, on rencontre Adélaïde Fouque. Et Adélaïde est la mère, la grand-mère et même l'arrière-grand-mère de cette grande famille. C'est de elle dont va venir tous ses enfants et ses petits-enfants. Elle est pauvre et elle a souvent des attaques épileptiques qui, à l'époque, ne sont pas diagnostiquées. Et même si c'est la personne dont vont venir tous ses enfants, on ne voit jamais énormément vraiment ce qu'elle pense, ce que sont ses sentiments. Elle est souvent vue à travers les yeux des autres. Quand elle est jeune, elle va se marier avec Rougon, dont on n'apprendra jamais le prénom, et ensemble ils ont un fils, Pierre. Rougon meurt quand il est relativement jeune, et Adélaïde prend un nouvel amant rapidement après ça, qui lui s'appelle Macquart. Aussi, on ne saura jamais son prénom, et ensemble, eux auront deux enfants qui sont Antoine et Ursule. Macquart aussi meurt jeune, et Adélaïde reste tout seul pour élever ses trois enfants. À leur tour, Pierre, Antoine et Ursule vont aussi avoir des enfants, qui aussi vont avoir des enfants, et on va apprendre à connaître certains d'eux déjà dans ce roman, et d'autres dans les autres romans des Rougon-Macquart. Et c'est à travers ces trois personnages aussi qu'on va voir les traits de famille qui vont être présents dans chacune des branches. Donc on a la branche Rougon à travers Pierre, on a la branche Macquart à travers Antoine, et on a aussi la branche Mouret à travers Ursule. Donc Ursule va se marier avec un homme qui s'appelle Mouret. Pierre Rougon, par exemple, représente l'envie d'avoir du pouvoir et l'envie d'avoir de l'argent. Et il va faire tout et il va manigancer pour en faire en sorte qu'il ait de l'argent et qu'il ait le pouvoir. Et quand il réalise qu'il n'a pas le droit d'avoir la fortune de sa mère à cause de ce demi-frère et de ce demi-sœur, il va en faire en sorte de placer Antoine dans l'armée et de marier Ursule à un homme pour en faire en sorte qu'eux n'aient pas accès à cette formule. Et c'est la première chose qu'il fait pour accroître donc son argent et son pouvoir. Et on va voir dans le reste du roman comment il continue à essayer d'accroître son pouvoir. Antoine représente la branche qui est un peu plus alcoolique et qui a plus de difficultés dans la vie, qui est beaucoup plus pauvre aussi. Et quand il revient de l'armée et qu'il réalise que son demi-frère a volé son argent, il n'est pas très content. Et il va se présenter toujours en opposition à Pierre. Et c'est aussi l'opposition qu'il y a entre ces deux frères qui va former une partie d'histoire importante de la fortune des Rougon. Et la troisième branche est Ursule. Elle meurt jeune et c'est à travers sa branche qu'on va voir aussi la maladie que va avoir Adélaïde. En général, ses enfants et elle vont avoir des problèmes plus physiques ou plus mentaux qui vont influencer leur vie. J'ai adoré cette partie du livre où on voit toute cette famille et on voit les traits de caractère émerger à travers ces branches et surtout aussi comment la pauvreté par exemple dans laquelle Antoine va être et dans laquelle ses enfants aussi vont rester, qu'on va voir va influencer vraiment leur vie. Elle vient d'une part à cause des actions de Pierre. Donc on voit comment ces branches s'influencent
et comment ces vies aussi sont intermêlées. J'ai adoré ça, j'ai adoré rencontrer tous ces personnages aussi qu'on va voir dans le reste de la série. J'ai fait un arbre généalogique dans lequel on pouvait voir, je voyais à chaque fois, ah cet enfant va être dans ce livre, ça m'a donné énormément envie de lire d'un coup aussi toute la série, ce qui n'est pas vraiment possible, c'est pas quelque chose que je vais réussir à faire parce qu'il y a 20 livres, ils sont relativement grands et je veux pas lire tout ça d'un coup, je veux l'étaler à travers le temps. Mais j'ai adoré cette partie de La Fortune des Rougons, même s'il n'y a pas énormément d'action. Mais parlons de l'action. Alors l'histoire se passe dans un petit village fictif nommé Plassans qui est situé en Aix-en-Provence dans la première moitié du 19e siècle. Comme j'ai dit, des choses les plus importantes va être cette relation entre Pierre et Antoine et cette volonté de Pierre d'accroître sa fortune et son pouvoir. Pierre se marie avec sa femme et ils ont des enfants. Et l'argent qu'il a eu grâce à la fortune donc de sa mère, mais aussi l'argent qu'a amené sa femme, n'a pas tenu la route longtemps, donc il réfléchit à une autre manière de gagner plus de pouvoir. Et il va manigancer avec son fils Eugène, qui lui est à Paris et qui est mêlé dans la politique du temps. Et il va apprendre, grâce à Eugène, qu'un coup d'État se prépare. Petite leçon d'histoire. Le coup d'État en question est le coup d'État du 2 décembre 1851. À l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte est président de la Deuxième République et il décide qu'il veut rester en pouvoir malgré le fait que son mandat est terminé. Donc il va préparer ce coup d'État pour en faire en sorte que non seulement il a le droit d'être réélu, mais en même temps il va en faire en sorte qu'il a plus de pouvoir. Et il a préparé son coup très bien, avant l'heure il a éliminé des personnages importants, et dans les villes aussi, à des endroits tactiques, il a déjà mis l'armée pour en faire en sorte que dans les villes, dans les endroits les plus importants, il n'y ait pas de révolte. Donc c'est seulement dans la campagne que les gens vont protester, vont aller dans les rues et vont essayer de se battre. Là aussi, l'armée va être préparée. Et cette révolte ne va pas se terminer très très bien pour les républicains. Pierre est donc au courant de ce coup d'État qui se manigance et il réalise que si dès le début il se présente comme un bonapartiste, il va pouvoir après un moment obtenir un rôle plus important dans la préfecture. En tant que lecteur, on voit comment il manigance, on voit le rôle de sa femme, on voit ses raisons pour faire tout ça, on voit ces quelques moments de courage et surtout ces moments de lâcheté qui franchement fait plaisir à lire si je suis honnête. Mais en même temps il y a aussi ce côté personnel parce que Antoine va réaliser que Pierre est devenu un bonapartiste et du coup lui va devenir automatiquement républicain et puisqu'ils sont de côté opposé dans ce coup d'état, ils vont tous les deux utiliser le coup d'état pour résoudre des problèmes personnels et surtout Pierre va utiliser ce coup d'état pour aussi s'occuper de son demi-frère Antoine. Les deux frères sont un peu au niveau un peu organisateur on va dire dans Plassans de qu'est-ce qu'on va faire etc. Donc Zola utilise un autre personnage pour nous montrer comment se passe le coup d'état pour les insurgés, pour les gens qui vraiment prennent les armes et qui vont vraiment aller de village en village pour montrer leur mécontentement. Et il utilise un neveu d'Antoine et de Pierre pour faire ça. Il utilise Silver, le fils d'Ursule, qui à ce moment-là est déjà mort. Silver est un jeune homme, je crois qu'il est encore ado quand tout ça se passe, et il a été élevé par sa grand-mère Adélaïde, qu'il aime beaucoup. Et c'est son oncle Antoine qui va lui parler des valeurs républicaines, puisque Silver est un ado, il va vraiment y croire et il va joindre ce coup d'état, les insurgés avec ce courage et cette insouciance ado, ce sentiment d'injustice qu'on peut vraiment avoir en tant qu'ado. Oui, je vais me battre et vraiment croire qu'ils vont réussir sans réaliser les dangers qu'il y a en même temps. Et son ami Miette va se joindre à lui. Les deux ont une relation très émouvante et très forte qui m'a fait beaucoup penser à la relation dans Germinal entre Étienne et Catherine et qui, hélas, ne va pas se terminer très très bien non plus. Mais parlons de Miette et parlons grâce à elle aussi de la position des femmes dans ce roman. Alors les femmes, on va le voir, ont toujours un rôle secondaire, mais qui ne fait pas qu'elles sont moins importantes. Donc d'une part, on a Miette,
qui est encore une très jeune fille, qui vit chez son oncle et son cousin. Et on va voir que malgré que c'est encore vraiment une enfant, qu'elle a une vie très très dure, elle travaille énormément, mais elle est toujours traitée très mal. Et tout le monde, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans les autres romans, les Rougon-Macquart, malgré le fait qu'elle a 10 ans, 12 ans, 14 ans, elle va être décrite comme une petite femme. Une petite femme qui est déjà en charge de sa famille, etc. Et ça montre qu'on va plus voir cette jeune fille comme une enfant, ce qu'elle devrait encore être. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et d'autre part, une autre femme qui va avoir un rôle dans le livre important, c'est Félicité, donc c'est la femme de Pierre. Félicité est une femme très intelligente et c'est elle qui prend toutes les décisions dans la famille, que ce soit les décisions à propos de leur fils, leur fille, mais aussi à propos de leur commerce. Elle est très manipulative, elle est méchante, elle est avide. Et en général, c'est vraiment pas le genre de personnage que j'aime bien. Mais j'ai adoré voir comment elle manipule son mari. Son mari qui a les mêmes traits de caractère. Donc lui aussi est un personnage qu'on ne va pas aimer. Mais voir comment sa femme, dans laquelle lui n'a pas du tout confiance et qui croit que c'est ma petite femme, il faut que je m'occupe d'elle, va lui le manipuler. Ça fait du bien, j'avoue. C'est lui qui forme donc ce plan avec le coup d'état avec son fils, etc. Il n'en parle pas avec Félicité. Mais elle découvre ce qu'il se manigance et elle va derrière son dos en faire en sorte que les plans vont aussi bien marcher. C'est elle en effet, qui a des idées aussi pour améliorer ses plans. C'est vraiment grâce à elle que le plan réussit en fin de compte. Donc malgré ce personnage pas aimable du tout, j'ai adoré voir la position qu'elle a par rapport à son mari. Pour conclure, ce roman en gros nous montre déjà énormément de ce que Zola va faire et ce que Zola sait faire et de toutes ses compétences. Il réussit à écrire ses personnages complexes, donc surtout par exemple Félicité qui va avoir ses plus et ses moins, qui va faire des choses pour des raisons mauvaises, mais qui va être intéressant, complexe, super. En même temps, on voit aussi comment il fabrique cette famille, comment il construit les relations, comment on voit les traits de caractère qui vont être passés de génération en génération. Et aussi, mais ce qu'il arrive vraiment à très bien faire, c'est mettre tous ces personnages complexes, etc., et comment il les utilise pour nous montrer ce qui se passait en France à ce moment-là. Donc on voit comment ce qui se passe à un niveau national, il le lie à ce qui se passe à un niveau régional, et il lie ça à ce qui se passe à un niveau personnel dans la vie de nos personnages. Et c'est vraiment la manière dont il fait ça et dont on voit aussi ce que les personnages font au niveau personnel qui vont aussi influencer un peu ce qui se passe au niveau régional. La manière dont il fait ça est vachement intéressante. Il utilise bien sûr la manière dont il décrit Plassans, ce village, la manière dont il décrit la campagne. On voit aussi l'énorme recherche qu'il fait. Donc La Fortune des Rougon n'est pas un roman où il y a énormément... Ce n'est pas comme L'Assommoir où on voit la recherche qu'il a fait dans la vie de Paris. Ce n'est pas comme Germinal où on voit tout ce travail avec la vie des mineurs parce que c'est vraiment plus concentré sur ses personnages et Plassans est d'un très petit village. Mais malgré ça, la partie politique, on voit aussi la recherche qu'il a fait avec ce thème. Ça m'a donné énormément envie de me plonger dans les prochains Rougon-Macquart. Par contre, je ne sais pas encore avec lequel continuer. J'ai décidé déjà que je ne veux pas lire un autre roman très connu. Donc je ne veux pas, par exemple, me plonger dans Nana, ni le docteur Pascal. Parce que j'ai peur que si je lis d'abord tous ceux qui sont mieux connus, après je vais avoir énormément de livres moins connus et probablement moins bien aussi, ce qui va... Enfin, ça va pas être super. Par contre, je sais pas si je vais lire d'abord le deuxième livre, je dois dire, dans l'ordre dans lequel Zola l'a écrit. Donc le deuxième livre officiellement est La Curée. Mais Zola dit que le meilleur livre à lire après La Fortune des Rougon est son Excellence Eugène Rougon. Par contre, j'ai entendu que celui-là n'est pas super. Donc je ne sais pas encore quoi faire. Si vous avez des propositions, surtout,
dites-le moi parce que je ne sais pas quoi faire. Dites-moi aussi si vous avez lu ce livre, si vous avez aimé ça autant que moi. Parce que pour moi, mon nom de famille est Macquart. Donc à chaque fois que je lis quelque chose à propos d'un Macquart, j'adore. J'ai adoré voir le grand-père Macquart, on va dire. Et la manière vachement négative dont il est décrit, parce que c'est un ivrogne, il fait peur à tout le monde autour de lui. J'ai adoré, c'est oh Macquart il est ivrogne, oh super. Mais je ne sais pas si pour des gens normaux c'est tout aussi intéressant. Donc surtout, dites-moi quoi, comme on dit en Picardie, et je vous parlerai dans les commentaires. Allez, salut, je vous vois dans une prochaine vidéo. Pacham, pacham, cham.